Bonjour chers élèves. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre programme de l'économie générale et statistique. La séance précédente, nous avons traité le chapitre 1 intitulé le marché. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 2 intitulé le circuit économique. Alors, je commence par le plan. On va voir en grand 1 quelques rappels. On va définir la comptabilité nationale, l'unité institutionnelle et le secteur institutionnel. Par la suite, on va voir les différents types des secteurs institutionnels. Et on va voir aussi les opérations économiques en 1.3. En quatrième point, les flux entre les agents économiques. Et en dernier point, on va voir l'introduction des marchés dans le circuit économique. Grand 2, élaboration d'un circuit économique élargi. À ce niveau, on va voir le circuit économique et le marché, les emplois et les ressources d'une économie. Et en dernier point, on va faire une construction de circuit économique en se basant sur un exemple chiffré. Rappel, définition. Alors, la comptabilité nationale, c'est une représentation simplifiée et chiffrée de toutes les opérations économiques réalisées pendant une année à l'intérieur d'une économie ou entre celle-ci et le reste du monde. Alors, comme vous savez, au sein d'une économie, les agents économiques réalisent plusieurs opérations, la production, consommation, etc. Et le rôle de la comptabilité nationale, c'est de représenter et de façon simplifiée et chiffrée toutes ces opérations réalisées pendant une année, d'accord, pendant un an. Ces opérations, elles peuvent s'effectuer entre les agents économiques internes d'une économie. On parle ici des relations ou des opérations entre les agents économiques internes, des opérations à l'intérieur d'une économie, ou entre celle-ci, entre cette économie, entre ce pays et le reste du monde. Unité institutionnelle, c'est quoi une unité institutionnelle? C'est un terme utilisé en comptabilité nationale pour désigner un acteur économique ou un agent économique. Il est un centre de décision autonome. Donc, dans une économie ou dans la comptabilité nationale, il y a des agents économiques, des acteurs économiques qui effectuent plusieurs opérations. Alors, ce sont des unités institutionnelles. Sauf que ces unités institutionnelles, ces acteurs économiques doivent avoir un centre de décision qui est autonome. C'est-à-dire, il prend des décisions sans intervention des autres agents économiques. Secteur institutionnel, c'est quoi alors le secteur institutionnel? Le secteur institutionnel regroupe les agents économiques, unités, c'est-à-dire les unités institutionnelles, en fonction de leur activité économique principale. Donc il s'agit d'un regroupement des agents économiques, mais sur la base de leur activité économique principale. Alors le secteur, dans un secteur institutionnel, on regroupe des agents économiques, des unités institutionnelles, des acteurs économiques, mais en fonction de leur activité principale. Je passe aux différents types des secteurs institutionnels. Alors il y a 5 secteurs institutionnels, à savoir les ménages, les administrations publiques, les sociétés non financières, les sociétés financières et le reste du monde. Donc, on va expliquer chaque secteur institutionnel. On va donner une définition de chaque secteur institutionnel, une définition, la fonction principale de chaque secteur et la ressource principale et aussi les composantes de chaque secteur institutionnel. D'accord, on va faire tout ça en se basant sur le tableau suivant. Alors, je commence par les secteurs institutionnels, donc secteur institutionnel, agent économique, fonction principale économique et ressources principales. Alors, je commence par les ménages. Les ménages est un ensemble des occupants
d'un même logement qu'il est au nom des liens de parenté. Donc c'est un ensemble des individus qui habitent sur le même toit ou qui occupent un même logement. Ces agents économiques ou ces individus, ils peuvent avoir soit des liens de parenté ou non. Les composantes de ce secteur institutionnel, qui est le ménage, sont alors les individus vivant seuls ou groupe d'individus habitant un même domicile. Par exemple, une famille, par exemple, un ensemble des étudiants qui habitent dans une maison. Donc, ce sont des ménages. Les entreprises individuelles aussi, ce sont des ménages. Les institutions sans but lucratif au profit des ménages, donc qui désignent les associations, les partis politiques, les syndicats qui font la production des biens et services non marchands, mais au profit des ménages. Par exemple, les associations offrent des services au profit des ménages. La même chose pour les partis politiques et les syndicats. La fonction économique principale des agents économiques, de ces agents économiques, pour les individus ou pour les personnes physiques qui habitent sous le même toit, dans une même maison. Ils ont fonction principale de la fourniture de facteurs de production. Dans le cas des salariés, ils ont aussi fonction principale de consommation des biens et services. Donc la fonction principale des individus, des ménages, c'est de consommer les biens et services. Je parle ici de la consommation finale et la consommation intermédiaire. La consommation finale, lorsqu'il y a des individus, des familles par exemple, etc. Et je parle de la consommation intermédiaire dans le cas d'une entreprise individuelle. Ils ont aussi fonction de production dans le cas des entreprises individuelles. La production des biens et services non marchands au profit des ménages pour les SBLM, les institutions sans but lucratif au profit des ménages. Les ressources principales de ce secteur institutionnel, c'est le revenu des facteurs de production et le revenu de transfert. C'est-à-dire donc les ménages qui travaillent au sein d'une entreprise, ils touchent un revenu, un salaire. Donc ce salaire, c'est considéré comme un revenu de facteur de production. Ou les revenus de transfert. Par exemple, les allocations familiales. Les allocations familiales payées par la CNSS, ce sont des revenus et des transferts. Je passe au deuxième secteur institutionnel, à savoir l'administration publique. Alors ce sont l'ensemble des organisations, les organisations publiques qui dépendent donc de l'État ou des collectivités locales qui produisent des services non marchands. Donc il s'agit de l'ensemble des institutions, des organisations qui dépendent de l'État. Il regroupe l'État central, par exemple l'État central, les collectivités locales et la sécurité sociale, c'est-à-dire la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. La fonction principale des administrations publiques, c'est la production non marchande des biens et services. Donc, les administrations publiques offrent ces biens et ces services gratuitement au profit des ménages. Elles font aussi la redistribution des revenus, qui désigne un ensemble des mécanismes mis en place par l'État pour réduire les inégalités de revenus entre les citoyens. L'État prélève une partie des revenus des plus riches pour la redistribuer aux plus pauvres, d'accord, à travers des aides sociales ou des services publics gratuits. Aussi, la fonction principale des administrations publiques, c'est la régulation de l'économie, c'est-à-dire l'intervention de l'État pour corriger les déséquilibres du marché et pour protéger les citoyennes et assurer le bon fonctionnement de l'économie. Les ressources principales de l'administration publique sont les impôts et les cotisations sociales. Troisième secteur institutionnel, c'est
les sociétés non financières. Il s'agit alors d'un ensemble des entités ayant pour activité principale la production des biens et services non financiers marchands. Alors, il s'agit alors donc des entreprises, que ce soit des entreprises privées ou publiques, ayant fonction principale la production des biens et services qui est marchand pour avoir un profit. Son revenu principal, c'est le résultat de la vente. Donc après la vente des biens et services, les entreprises gardent une marge de bénéfice. Les sociétés financières, ce sont alors des sociétés ayant pour activité la fourniture des services financiers marchands en contrepartie d'un prix. Il s'agit alors des banques et des institutions financières et des entreprises d'assurance. La fonction principale des sociétés financières, c'est la prestation des services financiers et d'assurance au profit des agents économiques. Les revenus principaux de ces agents économiques, les banques et les banques d'assurance, ou de ce secteur institutionnel, c'est le résultat de la vente, c'est la vente des services en contrepartie des prix. Le cinquième secteur institutionnel, c'est le reste du monde. Il est constitué par tous les agents économiques étrangers en relation économique avec le Maroc, par exemple. Donc, il s'agit de l'ensemble des unités institutionnelles extérieures qui n'exercent pas ces activités au sein de territoire national, au sein de Maroc. Il regroupe l'ensemble des unités non résidents. La fonction principale de ces agents économiques, c'est toutes les opérations qui lient les résidents et non résidents. D'accord? Il s'agit donc de l'ensemble, chaque relation, chaque opération qui fait liaison entre les résidents et les non résidents fait partie des fonctions de reste du monde. Et le revenu de reste du monde, ce sont des revenus qui viennent de l'exportation des biens et services. Alors je passe au troisième point, les opérations économiques. En général, il y a trois opérations économiques: les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Alors, je commence par le premier type des opérations. Il s'agit des opérations sur les biens et services. Les opérations des biens et services, ils indiquent la provenance et la destination des biens et services. Il s'agit de l'ensemble où on doit poser ici une question: d'où vient et où sont utilisés les biens et services. Alors, les biens et services peuvent venir soit d'une production, soit de l'importation. La production, je parle ici de la production nationale. Lorsque les agents économiques fabriquent et produisent des biens et services au sein du territoire national. Lorsqu'il y a une insuffisance des biens et des services pour les agents économiques, on fait des importations de ces biens et services pour combler le manque. Et où sont utilisés ces biens et services? Ils peuvent être utilisés soit à la consommation finale ou à la consommation intermédiaire, ou soit à l'investissement, soit à l'exportation. Donc les biens produits au sein du territoire national, soit ils vont être consommés, soit ils vont être des biens d'investissement, ou soit ils peuvent être exportés au reste du monde. Je passe aux opérations de répartition. Elles sont ainsi qualifiées car elles concernent la répartition des revenus créés entre les différents agents. Si on prend l'exemple d'une entreprise, elle fait une production pendant une année. Cette production est réalisée grâce aux interventions des autres agents économiques, à savoir les ménages ou les salariés par exemple, les banques, l'État, etc.
ces agents économiques doivent être remboursés ou doivent être payés. Hein? Donc on parle ici de la répartition de cette production sur les agents économiques qui ont participé à la réalisation de ces biens et de ces services. Alors, et je passe aux troisième opération, à savoir les opérations financières. Elles recouvrent l'ensemble des relations entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Tout simplement, il s'agit de l'ensemble des relations qui lient entre les agents économiques ayant capacité de financement, ayant un excès de fonds, et les agents économiques ayant besoin de financement. Alors, il montre comment les agents à besoin de financement ont couvert ce besoin et comment les agents à capacité de financement ont employé cet excédent. Je passe au quatrième point, les flux entre les agents économiques. En général, il y a deux types de flux, les flux réels ou physiques et les flux monétaires. Les flux physiques, c'est un mouvement de biens et de services à l'occasion d'une opération économique. Lorsque deux agents économiques réalisent une opération, ils font un échange des biens et des services ou des services. Par exemple, achat d'un persil portable, vente de 300 tables, vente de 200 chaises, etc. Et chaque flux réel nécessite un flux qui est monétaire, une contrepartie qui est monétaire. Donc on parle ici des flux monétaires. C'est la contrepartie monétaire des flux réels. La vente par exemple de 200 smartphones à 200 ou 2000 dirhams le téléphone. D'accord, 2000 dirhams le téléphone constitue la partie de flux monétaire. L'introduction des marchés dans le circuit économique. Cette introduction permet de vérifier l'équilibre sur tous les marchés. En effet, la demande de travail doit rencontrer une offre équivalente. L'offre de biens et services suppose des débouchés, c'est-à-dire la demande. Les demandes des fonds des capitaux ne sont satisfaites que s'ils correspondent à une offre de fonds. En termes économiques, alors l'ensemble des opérations des agents économiques n'est pas compatible entre elles que s'il existe des mécanismes qui assurent l'équilibre du marché du travail, marché des biens et services et le marché des capitaux. Alors en général, le circuit économique n'est équilibré que si tous les marchés fonctionnent bien. Si le marché du travail et le marché des biens et services et le marché des capitaux fonctionnent bien. Donc le circuit économique il va être en équilibre dans ce cas, dans le cas où il y a un équilibre sur ces trois marchés. Voilà, chers élèves, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, de cette partie de cours. La prochaine vidéo, on va voir le grande 2 dans laquelle on va faire l'élaboration de circuit économique et on va voir des exemples. À très bientôt pour une nouvelle leçon d'économie. Bon courage et bon travail.